Hola! Hola, ¿qué tal mes dinos ensoleillés? Nous voici réunis pour la suite de notre série consacrée aux théories du complot. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les différents facteurs qui modèlent l'engagement dans les théories du complot. Lui et lui. Les différents facteurs, quoi. La source principale de cette vidéo est une méta-analyse intitulée Understanding Conspiracy Theories, comprendre les théories du complot, écrite par Douglas et son équipe en 2019. Les liens sont évidemment dans la description. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les théories du complot, je vous invite déjà à regarder notre premier épisode consacré à cette thématique, il s'affiche juste là. Quant à nous, on est parti pour une plongée dans les méandres de la pensée humaine. C'est beau ce que je dis, putain. C'est tellement beau. On attaque tout de suite avec le gros morceau, les facteurs psychologiques. Goertzel évoque en 1994 les théories du complot comme un système de pensée monologique, c'est-à-dire un réseau de pensées qui se soutiennent mutuellement et qui corrèlent ensemble, comme Marc corrèle. Les individus vont alors s'attacher aux théories du complot lorsqu'elles permettent de subvenir à des besoins socio-psychologiques. Ces besoins vont être épistémiques, existentiels et sociaux. Commençons par les facteurs épistémiques, les amis. Les croyances en des théories du complot sont plus susceptibles d'apparaître chez des personnes qui ont une tendance à apercevoir des patterns ou des structures dans l'aléatoire, comme par exemple dans le cas des phénomènes paranormaux ou surnaturels. Voilà juste ici quelques exemples. Mais également chez des personnes qui surestiment leur capacité à comprendre les causes de phénomènes complexes. Et enfin, chez des personnes qui ont un plus fort besoin d'obtenir des réponses claires et directes, même quand le contexte et les événements ne le permettent pas objectivement. Mais d'autres facteurs viennent compléter ce panel, comme Jean-Mi, retraité depuis 2015, ou encore Patrick, qui... Cette vanne atroce sera le fil rouge de l'émission, ok? D'autres facteurs donc vont favoriser le développement de croyances conspirationnistes. L'ennui, la présence d'un biais de représentativité, voire épisode précédent, la présence d'un biais d'assimilation où chaque événement, chaque élément sera perçu comme faisant partie d'une harmonie, d'un tout, même quand il n'y a aucun lien. Et on retrouve aussi d'autres éléments qui permettent le développement de croyances conspirationnistes, comme le fait d'avoir un moins bon niveau de pensée analytique, ou encore le fait de présenter des idées délirantes non cliniques. Non cliniques, ça veut dire qu'ils ne font pas partie de symptômes psychiatriques. Et j'en passe. Bref, les théories du complot attirent des personnes en recherche de sens, qui, comme le soulignent les auteurs, ne disposent peut-être pas des outils cognitifs nécessaires pour trouver du sens par des moyens plus rationnels. Je ne parle pas d'intelligence, mais d'outils cognitifs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quant aux facteurs existentiels, les théories du complot seraient plus susceptibles d'apparaître lorsque des besoins essentiels sont menacés. Elles permettent alors de compenser l'impuissance, l'anxiété, ou encore le faible sentiment de contrôle dans le domaine sociopolitique. Bref, elles protègent des menaces du système dans lequel nous vivons. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous partagez aussi l'autre thèse d'Éric Zemmour, selon laquelle il y a un risque, je cite, de grand remplacement, c'est-à-dire qu'il parle d'une communauté française qui serait petit à petit remplacée par les musulmans, il parle d'une halalisation de la France? Oui, tout à fait. Je crois tout à fait que c'est en cours même. Non. Juste non. Mais des théories du complot aiment bien surfer sur cette idée bien raciste, comme la théorie du grand remplacement. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Enfin, les facteurs sociaux comprennent le besoin de maintenir une image positive de soi et du groupe auquel on appartient. On va alors se sentir unique parce qu'on possède une info rare et importante que personne d'autre n'a, même si l'info est complètement claquée au sol, mais soit. Il y a également, comme je disais, un besoin de se sentir bien dans son groupe d'appartenance, ça peut être un parti politique, ça peut être une religion, ou encore la nationalité. On retrouve alors ici l'idée de narcissisme collectif qui est ce besoin de valoriser son groupe par la critique des autres groupes. On retrouve enfin une prévalence plus forte des théories du complot dans les groupes dits de bas statut en tant que tentative d'expliquer leur situation. Mais attention quand même, il est alors important de considérer que dans certains contextes, historiques, sociaux, politiques, les théories du complot deviennent plus plausibles. C'est le cas par exemple dans les dictatures, les oppositions politiques ou encore les grandes guerres. Les caractéristiques démographiques le plus souvent retrouvées dans le cas de l'adhésion aux théories du complot sont les suivantes. Faible niveau d'éducation ou de revenus, également le fait d'être un homme, célibataire, sans emploi,
faire partie d'une minorité ethnique ou encore avoir un entourage social maigre. Mais Achtung, on n'oublie pas que corrélation et causalité ne sont pas la même chose. On retrouve en effet aussi un attrait pour les théories du complot dans d'autres classes sociales, comme par exemple chez les médecins, dont les propos sont repris dans un fier élan d'arguments d'autorité et de biais de représentativité par les autres complotistes. C'est génial. L'être humain est génial. L'être humain est génial. Les facteurs politiques ensuite, ce sont les personnes qui glissent les programmes des différents candidats dans votre boîte aux lettres juste avant une élection. Les scandales politiques. Nos gouvernants ne cèdent pas non plus, il faut bien l'admettre. Entre un ministre accusé de viol, des personnalités politiques accusées, parfois jugées coupables de détournement de fonds, entre les décisions irrationnelles et la destruction du service public, tout ça, on commence à connaître. Quelle indignité. Cette lassitude est alors accompagnée d'une perte de confiance en le gouvernement, qui se comprend parfaitement au vu des enchaînements de conneries, mais ça en fait malheureusement un terrain fertile et favorable à l'apparition et à la propagation des différentes théories du complot. Parce qu'au final, c'est pas parce que le gouvernement fait effectivement n'importe quoi qu'il est dirigé par les méchants labos pharmaceutiques agrogroom. Agro-gros, méchant! Bref, ces croyances conspirationnistes et cette capacité des gens à y adhérer est plus présente en des temps d'incertitude, comme par exemple lors d'une élection. N'est-ce pas Donald ? Au niveau idéologique, forcément, les partisans de différents partis politiques vont mutuellement s'accuser de complot, chacun pour protéger son groupe d'appartenance, on y revient. Et de plus, les croyances conspirationnistes sont plus présentes aux extrêmes du bord politique. A noter d'ailleurs que selon une étude qui a été faite aux États-Unis, en Suède et aux Pays-Bas, les personnes situées à l'extrême droite sont plus susceptibles, plus enclins à croire, à adhérer aux théories du complot que l'extrême gauche. À l'extrême droite, en effet, on retrouve un besoin de contrôler l'incertain plus fort. Dernier petit point concernant finalement les facteurs politiques, les auteurs se demandent en effet si les théories du complot ne sont pas plutôt pour les perdants. Je m'explique. Il apparaît effectivement qu'elles sont plus présentes lorsqu'il y a une défaite, par exemple à une élection, ou un sentiment d'exclusion. Elles seront alors utilisées pour gérer la perception du danger et de la menace. Morissette, papa il filme. Qu'est-ce qu'on a dit quand papa il filme, Morissette ? Exemple simple des élections, soi-disant truquées. Donald, encore et toujours Donald. Mais comment se propagent les théories du complot telles que le Covid-19 s'infiltre insidieusement et subrepticement dans nos voies respiratoires ? J'ai pénétré dans leur lieu d'habitation de façon subrogative. De façon quoi ? Subreptice. On s'y penche. Maintenant, non je déconne, la semaine prochaine, parce que sinon la vidéo va durer 8 heures. Petite parenthèse avant de partir, je vous invite à checker le lien de Bruno Méro que je vous mets dans la description. C'est un formateur spécialisé dans les pratiques numériques qui présente donc des moyens de décrypter l'information et de développer notre sens critique. Du coup, moi je vous dis à jeudi prochain pour l'épisode consacré à la propagation des théories du complot et à leurs conséquences. Ciao les dinos et prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on a dit Morissette quand papa il filme ?